Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. Voilà, nous voilà revenus. Donc, encore une fois, bonjour à tous ceux qui sont présents. Bonjour Nathalie. Bonjour Claire. Bonjour. Donc, je vais te présenter et puis partager quand même. J'ai prévu la petite présentation que l'on a d'habitude. Donc, on va en premier, voilà, faire une petite présentation. Et dans cette présentation, la première chose qu'on va faire, c'est te demander de te présenter. Eh bien, je suis avocate au barreau de Tarascon et je suis surtout membre de Cheval et Droit et de l'Institut de droit équin. Je suis donc spécialisée en droit équin. D'accord. Le droit équin, donc comme on disait hier, tu défends les chevaux. Voilà, je défends les chevaux et puis en fait, peut-être que certaines d'entre vous nous connaissent puisque sur le site Cheval et Droit, nous répondons aux questions que les gens nous posent. Notre délai de réponse est rarement supérieur à 48 heures, ce qui est quand même pas si mal. Ouais, c'est plutôt bien, ouais, très très bien. Alors en premier, je te propose qu'on fasse une petite intro et que tu nous expliques dans quel cas on peut appeler son avocat quand on n'est pas encore propriétaire, quand on est propriétaire ou quand on est autre chose que propriétaire, peut-être que cavalier ou explique-nous. Alors, c'est évident que pour beaucoup de gens, on appelle son avocat que quand on a besoin de faire une procédure judiciaire ou de se défendre parce qu'on a été assigné. Alors qu'en règle générale, il est toujours conseillé d'appeler son avocat avant de signer un contrat, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un contrat de vente lorsqu'on achète son cheval, le contrat qu'on va signer, je l'espère, avec l'écurie dans laquelle on va déposer son cheval. Des questions qu'on peut se poser aussi concernant, alors on ne va pas renseigner les gens sur quel cheval acheter, c'est pas du tout évidemment notre but ni notre compétence, mais dans tous les autres cas, oui, toutes les fois que vous signez un contrat, il est bien d'appeler l'avocat avant de signer plutôt qu'après. Alors dans quel autre cas on va avoir justement des contrats? Alors, les contrats que nous gérons le plus, évidemment, ce sont les contrats de vente ou d'achat des chevaux, les contrats de pension, les contrats de double pension, et puis après, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer comme contrat, les contrats de location de vente pour les poulinières, les contrats pour les transports de chevaux, les contrats. Alors, il y en a tellement que. Voilà. Je n'en vois pas plus que cela, mais en fait, tous les cas, ça peut même aller même sur les demi-pensions, ou en fait, dès qu'il se passe quelque chose entre le propriétaire du cheval et un tiers. Tout à fait, tout à fait. D'autant que, très objectivement, dans la vie juridique française, en fait, on conclut des contrats quasiment toute la journée. Donc, d'écurie, il n'y a pas de contrat écrit de pension, mais on a quand même un contrat. On va quand même se référer au règlement intérieur, on a quand même des habitudes qui sont prises, et donc on a aussi conclu un contrat, bien qu'on n'ait pas signé un petit bout de papier. Oui, exactement. Donc, ce que je vous propose tous, c'est de poser vos questions dans le chat. Ça va nous permettre comme ça d'y répondre. Nathalie, comme ça, en direct, tu pourras répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas, ne vous dites pas, oh là là, ma question est idiote. Il n'y a aucune question bête.
Donc, vraiment, profitez-en pour avoir le plus possible d'informations. Et nous, on a un petit message. En fait, on a reçu un message, Nathalie, et donc on va en faire un peu profiter à tout le monde. Profiter tout le monde. Donc, le message était le suivant. Je suis un particulier désireux d'acquérir un cheval qu'une éleveuse m'a confié il y a un an. L'éleveuse exige que dans son contrat d'achat, on mentionne que, au cas où je revendrai le cheval, je sois tenu de lui proposer en priorité à son prix d'achat. Une telle condition léonine est-elle bien légale? Merci de votre réponse. Alors, c'est une question qui peut effectivement se poser, puisque les clauses de retour sont tout à fait légales. Là où la proposition n'est pas du tout légale, c'est l'éleveuse évoque de racheter le cheval au prix auquel elle l'a vendu. Elle peut effectivement être prioritaire, mais au prix, elle devra opter sur le cheval au prix que la personne a pu obtenir d'un éventuel acquéreur. Ça sera au prix du marché, en fait. Ça sera au prix du marché, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui peut acheter le cheval 10 000 euros, l'éleveuse ne pourra pas venir dire qu'elle le veut, elle, à 5 000 euros, parce qu'elle l'a vendu 5 000 euros. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, c'est une clause intéressante. Alors, Sophie nous pose une question sur le développement des écuries de pension chez les privés. C'est pas toujours possible d'avoir des infos de numéro de tirette, etc. Et en cas d'accident, qui est responsable? En cas d'accident, en règle générale, c'est l'écurie qui est responsable. Donc c'est vrai que doute, il est important de leur demander à minima une copie de la quittance, de l'attestation de responsabilité civile. Et si c'est justement, enfin, le problème que soulève Sophie, c'est toutes ces écuries, entre guillemets, qui s'ouvrent chez des particuliers, comment ça se passe chez des privés, justement? Quelquefois, ils n'ont même pas de numéro de tirette. Alors, la réglementation est pas très claire à cet égard. Donc, pour certains, il suffit d'effectuer une déclaration. Ils n'ont pas forcément besoin de numéro de tirette s'ils ont un tout petit nombre de chevaux. Alors, bien évidemment, dès que ça devient quelque chose d'important, ne serait-ce que fiscalement, ils vont, ou bien même pour la MSA, ils vont avoir la MSA ou l'URSSAF d'ailleurs, parce que toutes les pensions de chevaux simples ne sont pas des activités agricoles. Donc évidemment, ensuite, ils vont avoir le besoin de se déclarer. Mais très objectivement, un agriculteur, par exemple, peut avoir un ou deux chevaux en pension. À partir du moment où il les déclare dans ses impôts, il ne sera pas du tout répréhensible. Alors, on a reçu une autre question. Comment cela se passe-t-il? C'est une question de quelqu'un qui a une écurie. Et en fait, elle a récupéré un cheval, la personne a payé une pension et puis depuis, plus de nouvelles. On lui doit 1 000 euros de pension alors que le cheval ne doit pas coûter BZF et qu'elle ne peut rien en faire. Donc, quels sont ses recours? Alors la réponse est différente selon que la personne a fait signer un contrat ou pas. Si elle a fait signer un contrat, elle peut obtenir ce qu'on appelle une injonction de payer. Ensuite, une fois qu'elle a cette injonction de payer, elle la fait exécuter par un huissier de justice. Dans la plupart des cas, malheureusement, il n'y a pas de contrat, donc ça passe par. Aujourd'hui, on est obligé de faire des tentatives préalables d'accord amiable avant d'assigner en justice. Mais dans ce cas-là, il faudra assigner. Et la vraie question souvent, c'est aussi que les gens ont disparu. On a de grosses difficultés parce que les gens qui abandonnent leurs chevaux ont parfois déménagé sans laisser d'adresse. Et les gens se retrouvent avec un cheval qui commence à leur coûter très cher et ils ne savent plus du tout où se trouve le propriétaire du cheval. Ça, c'est un problème récurrent pour lequel, malheureusement, nous n'avons pas de solution, bien que la filière cheval travaille là, sur ce point-là, pour pouvoir obtenir quand même pour les gestionnaires d'écuries des solutions un petit peu plus faciles pour obtenir à minima la propriété du cheval. Un peu comme, par exemple, on ne parlera pas de propriété ici, mais les parents qui abandonnent leurs enfants, un abandon de 2 ans est nécessaire pour qu'ils soient déchus de leur autorité parentale. On peut tout à fait imaginer, et c'est le sens dans lequel travaille la filière cheval, effectivement, au bout de 2 ans, sans nouvelle du propriétaire, on puisse estimer qu'en le démontrant, l'écurie puisse devenir au moins propriétaire du cheval.
D'accord. Dans toutes les questions que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup plus de questions de litige liées, par exemple, sur une fois que les gens ont le cheval, ou est-ce que c'est plus, vous avez des questions, comme tu disais, il y a quand même des questions en amont. Est-ce que tu trouves que les gens vous posent des questions plus en avant, ou alors ils achètent n'importe quoi, puis une fois qu'ils ont acheté n'importe quoi, ils reviennent vers vous? Ils viennent vers nous après avoir acheté. En règle générale, Hum. on est rarement consulté en amont. Ouais, vous n'êtes pas consulté en amont. Alors, Parce que c'est sûr que quand on achète un cheval qu'on ne connaît pas bien le milieu du cheval, on peut acheter un cheval qui ne correspond pas à ses besoins ou en tout cas et aussi à son niveau. Euh, Est-ce qu'il y a des recours? oui, alors le cas sera différent selon qu'on ait acheté le cheval à un professionnel ou à un particulier. Si on a acheté à un professionnel, on a toutes les garanties offertes par le Code de la consommation et on va pouvoir soulever donc, le défaut de destination du cheval, l'inadéquation du cheval, un certain nombre pour lesquels on va pouvoir demander l'annulation de la vente. Par contre, quand on a acheté son cheval auprès d'un particulier, pardon, à ce moment-là, on n'aura que les possibilités d'actionner ce qu'on appelle soit les vices du consentement, soit le vice caché. Et dans ces cas-là, en plus, vient se greffer notre problème, c'est que on doit également vérifier le prix du cheval, puisque les ventes d'animaux sont normalement régies par le code rural et que la vente d'animaux n'est soumise qu'à une seule garantie, c'est la garantie des vices rédhibitoires. Alors la Cour de cassation a une position aujourd'hui, quand le prix du cheval est relativement élevé et quand il y a un contrat de vente dans lequel on a précisé la destination du cheval, la Cour de cassation va estimer qu'on a une convention implicite de renonciation aux dispositions du code rural. Parce que les vices rédhibitoires, c'est très difficile. Hein. Ils sont listés par le code rural. On n'a que 10 jours pour saisir un tribunal et deux affections pour lesquelles on a 30 jours. Mais bon, 10 jours ou 30 jours, ça passe vraiment très très vite. Mmh. Mmh. Alors, juste pour rester ça avant de répondre aux autres rester sur ça avant de répondre aux autres questions, comme on s'est vu ce week-end, on en a un petit peu parlé, et je trouve que ce qui était très intéressant, c'est que, en fait, tu es cavalière depuis toujours, et finalement, quand les gens arrivent avec leurs questions, tu as une question quelque part de cavalier ou de femme de cheval, enfin, tu as une réponse de cavalière ou de femme de cheval d'un côté, et puis une réponse de l'avocate de l'autre, Oui, qui n'est pas non, toujours. non d'ailleurs, ce n'est pas toujours les mêmes réponses, on est bien d'accord. Bon, j'ai aussi la chance de travailler avec Patrick de Chessé, qui lui est instructeur en plus, donc ça nous donne quand même une large gamme de réponses possibles. Moi, je suis Oui, cavalière, mais Patrick est instructeur, donc c'est quand même intéressant pour nous d'avoir oui, son très. Et du coup, en effet, ça permet d'avoir une réponse très construite par rapport à ça, par rapport tout à fait. à la réalité de. De questions qui peuvent relever d'une chute de cheval. Nous avons des problèmes ici avec des coups reçus par le cheval qui ont été donnés par notre cheval la plupart du temps quand même. Voilà, donc nous avons aussi beaucoup de questions qui portent sur la réglementation nécessaire sur le centre équestre, qui sont ceux qui portent malgré tout le plus d'obligations sur leur dos. Et puis sur les écuries également, il y a quand même une réglementation. On va dire que le centre équestre, lui, porte une obligation de sécurité bien plus importante que tous les autres. Alors justement, Sarah a une question. Elle nous dit, mon cheval est assuré RCPE, j'ai une licence, mon cheval est dans un prêt chez un particulier et une amie s'en occupe, soin et monte. Elle n'a pas de licence. Quels sont les risques si accident pendant qu'elle s'en occupe? Alors le risque sera pour la propriétaire du cheval, évidemment, puisqu'elle a prêté son cheval à quelqu'un qui n'est pas assuré. Logiquement, quand la personne s'occupe du cheval, le cheval est sous sa garde. Donc c'est l'assurance de la personne qui s'en occupe. Alors, on va distinguer deux cas. On va distinguer le cas où le propriétaire du cheval est à côté et on va estimer que la propriétaire ou le propriétaire a gardé
la responsabilité du frein. Mais si la personne y est allée toute seule, elle est responsable de ce qui va se passer. Donc elle va probablement se retourner contre lui ou la propriétaire en disant qu'on lui a laissé accrocher un cheval alors qu'on savait qu'elle ne pourrait rien en faire. Et de toute façon, le cheval, est-ce que c'est couvert par la RCPE de la propriétaire? Non, la RCPE de la propriétaire couvre le cheval quand le cheval est sous la garde de la propriétaire. Elle a transféré la garde Donc, de son cheval à quelqu'un qui n'est pas assuré. Et du coup, quelle est la solution pour elle? Alors, quand on veut prêter son cheval, il vaut mieux éventuellement contacter sa propre responsabilité civile et demander une extension pour les cas où on prête le cheval, hein, ou se rassurer en lisant le contrat, en voyant si on est assuré quand on prête le cheval. Sinon, il faut demander à la personne de prendre elle-même une assurance. Alors, certains assureurs font des extensions de garantie pour quelques jours, pour quelques mois, un peu comme quand on prête son véhicule, hein, où la personne va pouvoir basculer sa propre assurance sur le véhicule. Voilà, on peut aussi imaginer des choses comme ça. Enfin, après, une licence, ça coûte 36 euros. Alors, même on peut s'assurer avec autre chose qu'une licence, enfin, il y a des assurances autres que la licence qui peuvent être prises. Hein. Ah, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc, et puis, c'est que quelques euros. Il y a une autre question de Sophie, donc je vais prendre dans l'ordre. Hein. Contrat d'assaut de sauvetage, la clause d'information après vente, la clause d'information après vente d'une éventuelle revente du cheval avant l'acte et l'impossibilité de le vendre à un abattoir est-elle légale? C'est-à-dire ce qu'on marque aujourd'hui, là, en fait, c'est les vétérinaires qui cochent la casse. Impropre à la consommation. Oui, oui, et c'est surtout pour les contrats, tu sais, dans les associations de sauvetage de chevaux, ils t'obligent enfin, en fait, ils t'interdisent de vendre le cheval à un abattoir, et puis, quelquefois, ils te bloquent un peu sur la revente du cheval. Oui, oui. Alors, dans certains cas que nous avons d'ailleurs, les associations avaient effectivement fait signer ces clauses-là. Donc, quand le cheval est parti à l'abattoir malgré l'interdiction, il y a eu peu de recours. Hein. En tout cas, moi, je n'en connais pas qui ont abouti. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, hein, mais je n'en connais pas qui ont abouti. Sur la clause de revente, c'est une clause qui est quand même léonine, hein, parce que si la personne n'a plus les moyens de s'occuper du cheval et qu'elle le vend, l'association ne peut que préempter à ce moment-là sur le cheval le même prix que ce que la personne a vendu. Ces clauses-là sont terribles parce que c'est une restriction de droit de propriété. Et donc, on est quand même juridiquement assez limite avec ces clauses-là. Oui, c'est ce que disait. Alors, Sandra a une question qui rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Si un propriétaire ne paie pas sa pension de cheval durant plusieurs mois, quels sont les droits et possibilités pour le professionnel? Alors, le professionnel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il a naturellement un droit de rétention, c'est-à-dire qu'il peut garder le cheval quand on ne l'a pas payé. Alors, par contre, attention, il ne peut pas rendre le cheval et garder les papiers. Hein, ça, c'est une contravention prévue par les dispositions pénales du Code rural. Donc, ça, il ne peut pas le faire, mais il peut garder le cheval. Alors, évidemment, il faut que la valeur du cheval dépasse le montant de pension due pour que ce soit utile. Sinon, c'est encore une fois, il va falloir de toute façon envoyer un courrier recommandé avec accusé-réception pour proposer un arrangement. Et ensuite, si la personne a un contrat écrit, elle peut solliciter du tribunal une injonction de payer. Oui, parce que... Il faut saisir le tribunal à ce moment-là. Et puis en plus, si après le cheval est vendu aux enchères et qu'il ne vaut pas grand-chose... Ben voilà. Puis pour obtenir, aujourd'hui, pour pouvoir obtenir la vente aux enchères des chevaux, c'est assez souvent quand même 2 ans de procédure. Oui, donc il faut vraiment que ça soit des chevaux qui valent très cher. Voilà, voilà. Pour un cheval de prix très moyen, mais évidemment, 2 ans de pension, ça couvre plus, sont plus couvertes par le prix de vente. Alors, une autre question de Sophie qui concerne la responsabilité des enseignants à propos de l'obligation d'assurance. Si un cavalier informé de la possibilité de prendre une licence la refuse,
est-ce qu'on peut obliger le cavalier à présenter une attestation d'assurance couvrant les risques du sport équin? Et est-ce que ce document couvre l'enseignant? Oui, l'obligation de l'enseignant, c'est… Alors attention, si la personne est majeure, hein, on est d'accord, hein, on va faire deux cas, il y a le mineur et le majeur. Le mineur, s'il n'a pas de… S'il ne veut pas mettre son casque, si les parents ne veulent pas prendre d'assurance, il faut vraiment refuser de lui donner cours. Par contre, si c'est un adulte, on peut quand même faire signer une dispense de responsabilité. Hein. Il faut lui faire signer un papier comme quoi il a été informé des risques qu'il pourrait. Alors attention, parce que malgré tout, un majeur ou un mineur, lorsqu'ils sont en groupe, sont sous la responsabilité de l'enseignant. C'est-à-dire que si un cavalier, pendant un cours, perd l'usage, la direction et le contrôle de son cheval, le cheval sera considéré comme étant sous la garde de l'enseignant. Donc on ira actionner l'ARCP de l'enseignant et pas celle du cavalier. D'accord, mais il sera couvert s'il y a la décharge. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut faire donc il y a quand même des choses relativement précises, hein, bien claires. Hein, soit bon, vous refusez la licence de la FFE, je vous informe que vous pouvez prendre une assurance auprès d'une autre assureur, vous refusez également de contracter cette assurance. Oui, et Sophie précise, même si le cheval appartient au cavalier. Même si le cheval appartient au cavalier, oui. Oui. Il y a même eu d'ailleurs condamnation de la Fédération française d'équitation, puisqu'elle ne présentait pas pour les cavaliers, notamment les limitations de garantie de sa propre assurance. Donc ça va très loin dans l'obligation. Alors, les autres, avez-vous des questions? Il y a Eva qui a demandé la parole tout à l'heure, mais c'était peut-être une mauvaise manipulation. Alors, vous êtes maintenant une dizaine. Donc, allez-y, profitez d'avoir Nathalie sous la main. Hein. C'est mieux, ça va plus vite que d'aller voir sur le site et de chercher. Et c'est quand même intéressant pour tous de partager ces informations parce que plus finalement, même tous ensemble, on apprend des cas des autres, hein, oui, professionnels ou non. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Même quand c'est un peu… Ça devait être En tout cas, ça plaît beaucoup à Sophie parce que mais Sophie, t'es une fan. Sophie, d'ailleurs, je vais t'inviter comme voilà, Sophie, je t'ai invitée. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit sigle pour pouvoir prendre la parole aussi avec nous? Allez. Allez, Sophie. Ouais, en fait, tout le monde est timide, hein, mais il faut pas. Il y en a plein. Et puis les autres, je pense qu'il y en a, vous êtes nombreux là. Alors, qui n'a pas encore posé de questions? John, Morgane, Eva, Laetitia, Florence, Margot, voilà, Laurence. Pourquoi tu m'as mis en direct? Voilà Sophie. Bonsoir. Salut. Salut Nathalie. Pourquoi on n'a pas ta photo? Je sais pas, je vois ma tête moi. Bah, pas nous. Ah bon? Bah si. Si. C'est toi Claire que je ne vois plus. Je vois Sophie, Oui, en fait, on ne peut pas se voir tous parce que justement, j'ai partagé. Donc, moi, ma tête, maintenant, on ne la voit plus parce qu'on voit… Voilà, je vais arrêter le partage. En tout cas, c'est super sympa. Donc, bienvenue, hein, Sophie. Voilà. Ah, voilà. Plus on est fous. Donc, pendant ce temps-là, tu vois, ça a donné… Tu dis? Je dis, du coup, on ne voit pas le chat quand vous êtes derrière la caméra. On n'a pas les questions et toutes les blablas qui apparaissent sur le chat. Ah oui, mince. Alors, tu vas vouloir retourner. Alors, en tout cas, je vais poser la question de Margot. Je vais poser la question de Margot à Nathalie. Alors, Margot voulait savoir les principaux litiges avec les vétos auxquels tu as été confrontée. Pour pas qu'elle fasse de boulettes plus tard.
Oui, 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 oui. On a pas mal de litiges, évidemment, sur les politiques. Et puis, alors, le truc très à la mode aujourd'hui, actuellement, c'est qu'on a les accidents en castration. Voilà, il y a beaucoup d'accidents en suite de castration. Et voilà, ça fait partie. Mais enfin, on a d'autres litiges aussi, hein, mais voilà, on va dire que le plus souvent, c'est les coliques et les castrations. Sinon, Mais de la discussion qu'on a eue ensemble avec Margot d'ailleurs, je crois, c'était aussi de faire bien insister sur le fait que il faut appeler un veto équin pour un cheval. ah oui, Et que non, enfin en fait, il y a encore des gens qui appellent le veto de leur chien ou de leur chat pour leur cheval. tout à C'est fait. compliqué les vétos équins. C'est le vétérinaire lui-même qui porte l'obligation de, lorsqu'il n'a pas la compétence et pas les équipements nécessaires, d'appeler en renfort un vétérinaire. C'est dans le code de déontologie des vétérinaires d'ailleurs. Ils doivent référer le cheval une kétine d'ailleurs. Ouais. Et alors, Morgane demande, les animaux étant considérés comme des meubles, peuvent-ils être saisis lors d'une faillite? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, malheureusement oui, hein, mais bon, pas forcément malheureusement, parce que bon, de toute façon, en cas de faillite, il faut bien aussi faire quelque chose des animaux. Hein. On est allé très loin, une fois qu'on a saisi toute la nourriture, mais on n'a plus de quoi nourrir les animaux non plus, hein, donc il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose de catastrophique. Alors, Laetitia nous dit, en fait, elle revient sur la question de tout à l'heure, si une personne laisse son cheval en demi-pension avec le centre équestre ou en pension complète, et qu'un jour le propriétaire disparaît, que peux-tu faire avec le cheval? Le faire monter, le sortir en concours, pouliner? Est-ce que tu as le droit de l'utiliser? Alors logiquement, on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors ce qui a passé ce vieux, c'est que bien sûr, à partir du moment où on s'y connaît un peu avec les chevaux, on sait bien qu'on ne peut pas non plus les laisser constamment ou dans un peu ou dans un autre, donc il va falloir les manipuler un petit peu, les rentrer, les sortir, leur faire certaines choses. Le gros risque évidemment, c'est qu'il y ait un accident avec le cheval. On va dire que le cheval, parce qu'il est monté dans une loterie, ça va peut-être être bon pour son moral. Si jamais il se fait mal, évidemment, ça va être la catastrophe. Donc beaucoup hésitent, effectivement, parce qu'ils envisagent le pire et donc ils envisagent que le cheval va avoir un accident. Et ce qui malheureusement arrive parfois, évidemment. Alors, j'ai une question de Laurence qui est en train d'écouter la webconf et qui dit, au fait, c'est quoi ta phrase d'hier, Nathalie? Donc, je pense qu'il faut que tu partages ta phrase mythique. C'était tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ah, c'est pas extraordinaire cette phrase. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, c'est à prendre. Bon, après, quelle est la définition de. Donc, d'un autre côté, on est quand même un peu obligé de savoir tout ce qui est interdit. Donc, oui, ça fait déjà pas mal de choses. On est bien d'accord. Mais l'interdit, c'est retrouvé un peu tout. Même on est censé pouvoir le trouver. Hein. Non, avec les moyens modernes, on trouve à peu près tous les interdits. Ouais. Alors, Sophie, toi, as-tu d'autres cas je te redonne la parole. As-tu d'autres cas enfin, de ce que tu vois dans ton enseignement? Parce que toi, tu as un enseignement où t'as pas d'écurie chez toi, je crois. Tu te déplaces dans des écuries. Alors moi, j'ai des cours un peu à droite à gauche. Ouais, j'ai un double statut en fait parce que je suis déclarée à la MSA chez moi pour la valorisation de chevaux, mais par contre, je fais pas d'accueil de public parce que j'ai pas la structure adaptée au niveau assurance justement, au niveau infrastructure, etc. Et par contre, j'interviens et en club et à domicile en tant que moniteur indépendant, donc aux URSAF. Ce que Nathalie disait tout à l'heure, entre URSAF et MSA, des fois, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, voilà, la question, c'est des fois, on va chez des particuliers qui veulent juste apprendre à gérer leur cheval pour aller en extérieur. Et ces gens-là ne veulent pas rentrer dans le système de la Fédé. Et du coup, au niveau assurance, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on se situe, quoi. Donc, moi, je demande une assurance personnelle qui couvre l'équitation.
Mais bon, il y a des fois, il y a des moniteurs qui sont moins avertis aussi. C'est assez compliqué sur le statut des indépendants, en fait. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est D'autant que pas réglé du tout. oui, non, puis vous avez accès à peu d'informations, on va dire, voilà, le regroupement n'est pas encore au point de vous donner des informations. Bah, on n'arrive pas à avoir les informations. C'est-à-dire que même entre l'URSSAF et la MSA, sur certains trucs, ils se renvoient la balle. Donc en plus, quand on case l'assurance des gens et la responsabilité qu'on a, bon, moi j'ai une RC qui groupe tout. Donc en règle, normalement, je suis carré. Mais c'est vrai que je vois certains de mes collègues, des fois, sur les questions, quand je leur dis attendez, attention, vous montez à cheval, vous n'avez pas le droit aux URSSAF ou une autorisation MSA, etc., etc., et qui me répondent oui, mais l'assurance me dit que je suis couvert. Sauf qu'au niveau légal, si l'assurance enquête et qu'au niveau fiscal, ils n'étaient pas déclarés sur le bon registre, ils sont plus couverts du coup. Donc ils payent pour une partie d'assurance sur laquelle ils vont pas avoir le droit d'être remboursés. Oui, c'est ce que j'ai compris. D'accord, oui. C'est un sacré problème parce qu'on ne trouve pas les informations et le statut a vraiment, entre l'URSSAF, la MSA et Jeunesse et Sport en plus, c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai des collègues, on s'arrache les cheveux. Moi, je gère un groupe d'indépendants justement pour essayer d'aider un peu tout ça. Je suis assez déçue qu'on n'est peut-être pas bien nombreux ce soir à bénéficier des conseils de Nathalie que j'ai sur Facebook, donc que je suis. Mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde se renvoie la balle. Et il n'y a pas de vrai syndicat ou de vrai organisme qui est capable de répondre légalement parlant ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit et ce qui est conseillé de déclarer, quoi. Et quand on voit le nombre grandissant en sortie de formation des indépendants, c'est catastrophique. Ils n'ont pas les informations. Pôle emploi leur dit déclarez-vous sur le statut auto-entrepreneur et ils y vont comme ça, sans assurance, sans rien. C'est assez fou. Hein. Alors Nathalie, que peux-tu apporter comme... Leur assurance leur a dit que c'était OK, qu'ils pouvaient y aller. Il faut se faire couvrir en posant la question par mail, par exemple, maintenant ça se fait beaucoup, par mail à l'assurance, parce que l'assurance sera tenue par sa réponse quand même. Hein. On est dans le domaine contractuel. Hein. Donc si on pose une question par écrit et qu'on obtient une réponse par écrit de l'assurance qui dit mais ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons également dans ce cas-là, ça devient une réponse contractuelle. Donc l'assurance sera tenue. D'accord. Mon avis, on a peut-être pas beaucoup de monde, mais bon. Quand on gratte, s'ils ne veulent plus. Si ne répondent pas, c'est qu'il y a un loup. Hein, donc voilà. Non, pas par écrit. Alors, on a une autre question. Puis là, Nathalie, il faut que tu devines qui a posé cette question. Si je confie mon étalon à un éleveur français pour des saillies, qui est responsable? Un éleveur français. Voilà, non, ça te donne des... Normalement, la façon dont tu es posé la question, ça doit te donner une indication. Oui, non. Je vois très bien qui me pose la question et je le sais. Oui, mais s'il arrive un accident à l'étalon, comme typé chez l'étalonnier français, c'est évidemment l'étalonnier français qui est responsable. C'est la personne à qui on a confié le cheval, en fait. Hein. En règle générale, c'est la personne qui a la garde de l'animal. Et la définition D'accord. Alors, direction, le contrôle. Sarah nous pose une autre question. Elle dit, une personne m'a confié son cheval. Je paie les frais vétos, etc. depuis plus de 6 ans. Il m'a dit verbalement qu'il me donnait ce cheval. J'ai donc procédé au changement de propriétaire sur la FFE. J'ai préalablement informé la personne de ce changement. L'ancien propriétaire peut-il se retourner? Si jamais l'ancien propriétaire se retournait, il conviendrait à ce moment-là qu'il rembourse tous les frais qui ont été engagés pour le chemin, y compris les 6 ans de pension. Donc, il sera peut-être à ce moment-là décidé à ne pas revenir sur sa parole. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on peut donner comme conseil, c'est quand même de faire un contrat. Tout à fait, au moins d'obtenir une carte de propriété endossée par le vendeur. Parce qu'en plus, c'est pas le changement de propriétaire, c'est pas sur la FFE, c'est sur les haras nationaux. C'est IFCE. Ouais, c'est CIF. Ouais. C'est l'IFCE. Hein. L'IFCE maintenant, c'est vrai. C'est l'IFCE, c'est plus les haras. Ça change. Donc ça change.
Mais en tout cas, c'est pas la FFE. La FFE, à la limite, on peut déclarer qu'on est le propriétaire du cheval ou qu'on est n'importe quoi sur un concours. C'est pour les concours. Mais ça sera pas, ça n'a aucune valeur. Donc l'idéal, c'est quand même de faire le changement sur la carte de propriétaire. Ah oui, en fait, elle s'est trompée, c'est l'IFCE. Donc elle a bien fait. Donc Sarah a bien fait un changement à l'IFCE. Donc il y a pas de raison qu'il y ait un problème. Elle a prévenu l'ancien propriétaire avant de le faire, donc il n'y a pas de raison qu'elle ait des problèmes. Oui, tout à fait. Alors, a-t-on l'obligation de déclarer à la FFE ou un autre a-t-on l'obligation de déclarer à la FFE ou autre un cheval espagnol? Non. On le déclare à l'IFCE, oui, bien sûr. Non, à la FFE. Oui, en fait, il faut juste qu'il ait un numéro de tir. Il faut qu'il ait un numéro de cire et il faut que son lieu de détention soit déclaré également. Et on a une obligation. Alors, du moment où on a 3 chevaux, à partir du moment où on a 3 chevaux, on doit avoir un vétérinaire référent. Déclaré à l'IFCE aussi. Ça va vite. Alors l'IFCE, c'est où? En fait, c'est pas l'IFSE, c'est l'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et je sais pas quoi. Je vais vous donner le lien, le temps de répondre. Je vais vous donner exactement le lien pour déclarer le cheval. Pendant ce temps-là, vous pouvez répondre à la question de Laurence qui dit si un acheteur a acheté un cheval sans visite veto, qu'un vice est ensuite découvert, y a-t-il un recours possible pour l'acheteur? Oui, oui, bien sûr. Il y a toujours, malgré tout, une action possible. Alors, évidemment, on va lui reprocher de ne pas avoir fait de d'achat. Et peut-être que son indemnisation sera un petit peu raccourcie à cause de ça. Mais si le vice est vraiment important, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il ne faut pas que le vice soit apparent, bien sûr. Hein. Si le cheval a un pied beau, on ne peut pas faire annuler la vente en prétendant pas vu. Oui, alors si le vice est apparent, mais que tu ne l'as pas vu. Si le vice est apparent, on est censé l'avoir vu. Il va falloir démontrer. Mais les vices apparents, tu ne peux pas les louper ou? Tu es censé être accompagné par un professionnel. Hein. Le vice apparent, c'est vraiment celui qui se voit. C'est vraiment celui qui se voit. C'est pour ça que la question précise bien que tu n'as pas fait de visite d'achat. Oui, mais quand on achète un cheval, on sait normalement comment on fait un cheval. Donc il y a certaines vices qui sont, je ne sais pas, un cheval qui a les membres tordus, on n'a pas besoin d'être vétérinaire pour voir qu'il est tordu. Bah c'est sûr que s'il a des cornes, c'est pas un cheval. Hein. Non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait de visite d'achat qu'on ne peut pas venir chercher la responsabilité du vendeur. Ouais. Enfin, tu rigoles, mais je vais quand même partager avec tout le monde cette information qui m'a donné extraordinaire. Tu as quand même eu un client qui achetait des croquettes pour chien à son cheval. Eh oui. J'ai trouvé ça juste merveilleux. Incroyable. Donc, on peut avoir vraiment des choses assez, Il y en a qui donnent des assez graines sympathiques. Ouais. On devrait faire comme ça la liste de tous les trucs bizarres que les gens ont donné à leurs chevaux de non comestibles. Enfin, on en rigole, mais pauvre cheval. Et c'est eux qui payent à la fin. Alors, De toute façon, c'est oui, exactement. Et puis quelque part, ils ont un avocat, mais ils peuvent pas. Eux, ils n'ont pas le numéro de portable ni la connexion en direct, donc ils sont obligés d'attendre d'être vraiment dans une situation périlleuse avant d'espérer qu'on traite leur cas. Alors, avez-vous d'autres questions pour connaître les interdits? Non, pas pour l'instant. Alors, qui n'a pas... Même John est intervenu. Donc, Morgane, une question. Eva, peut-être une question. Laetitia. Là, j'ai une question. Vas-y. Oui. Attends, je te redonne que tout le monde te voit.
J'ai une question niveau assurance, quand on fait intervenir un intervenant du coup, qui vient de l'étranger ou qui n'a pas de diplôme reconnu par Jeunesse et Sport en France. Comment ça se passe en cas d'accident pendant le stage? Alors, en cas d'accident, s'il y a un moniteur sur place, c'est le moniteur qui va être recherché. Hein. Alors, évidemment, puisque la personne va estimer qu'elle n'étant pas diplômée, elle ne peut pas avoir la garde du cheval. Sur un stage collectif, hein, sur un week-end. Sur un stage collectif, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, donc c'est l'enseignant du site qui prend la responsabilité de faire intervenir quelqu'un qui n'est pas diplômé en fait. C'est ça, c'est ça. D'accord. Mais pourtant, avec la dénormalisation de la profession, ça va arriver de plus en plus, ce genre de choses. Ça s'est passé ou pas d'ailleurs? Je sais pas, j'ai pas suivi. Pas pour la santé. Nos diplômes valent encore quelque chose, c'est bon à savoir. Oui, bah oui, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, il y a une question. C'est les accidents au paddock. Personne n'a parlé d'accidents au paddock. Ah, les chevaux. Je veux dire les chevaux qui s'abîment tout seuls quand on les sort au pré ou au paddock lors des pensions? Oui, tout à fait. La personne n'est venue sur le sujet, mais c'est pourtant, nous, ça fait partie des questions que nous avons assez souvent. Comment ça se passe quand des chevaux se blessent en paddock commun? Ah, et commun. Qui est responsable? Parce que même tout seul, ils y arrivent. Hein. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je dis même tout seul, ils y arrivent. Hein. Pas forcément non, avec un copain. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Pas forcément avec un copain. Hein. Mais si les chevaux sont montés, c'est différent. Si les chevaux sont en balade, c'est le cavalier de chaque cheval est responsable du cheval, sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a un enseignant dans le lot qui est en cours, ce sera lui qui sera responsable. Mais si le cheval est au paddock, le responsable, normalement, c'est le gestionnaire de l'écurie. Puisque quand le cheval est au paddock, il est sous la garde de l'écurie. Donc, pour les écuries, il est important de faire signer des décharges de responsabilité dans lesquelles les propriétaires des chevaux acceptent que leurs chevaux soient mis au paddock avec d'autres chevaux. Et il faut une clause pour les protections ou pas? Pour ceux qui veulent des protections? Pour ceux qui mettent des protections? Non, tu sais, il y a des propriétaires, ils autorisent les sorties au paddock, mais ils veulent que le cheval, il ait des cloches, des guêtres, etc., etc. Il faut que ça soit mis dans l'avenant du contrat? Ah oui, il faut que ce soit mis dans le contrat, sinon il va prouver comment qu'il avait demandé tout ça. Non, mais c'est pour les autres. Bon, ils sont tous au pré, alors. Oui, mais normalement, le cheval qui a ses protections, les protections ne sont pas dangereuses pour les autres. Oui, mais bon, c'est vis-à-vis du propriétaire. On a une question de Sarah qui nous dit « Je monte sans mort, en extérieur et en trek en compétition. En cas d'accident avec le cheval, l'assurance peut-elle refuser de prendre en charge ?» Bon, probablement pas, non. À partir du moment où c'est autorisé dans le cadre de la compétition, l'assurance ne peut pas s'en dégager. Si l'accident est très grave, elle se saisira de tout moyen. Alors, il est possible qu'elle se saisisse de celui-là aussi. De ça aussi. Hein. Ben oui, évidemment. Mais de toute façon, maintenant, je crois, Sarah, que c'est permis en trek, en compétition, on peut être sans mort. En CSO aussi. En CSO aussi. Bah oui, de toute façon, regarde, on n'a qu'à mort et sans mort. Hein. Oui, non, mais. Bon, après, il y a sans mort et encore de en bris de laisse. Encore ouais, mais après, il y a en bris de laisse. Carrément en cordelette? Non, en Nicole sans mort, là, enfin en bris de laisse, où le filet capable, le truc. C'est pas mon secteur, là. En side pool. C'est ça. En side pool, ben oui, le truc magique. C'est ça, le truc magique. Mon filet va très bien. Donc de toute façon, de ce qu'on voit avec les assurances, c'est que les assurances, dès qu'ils peuvent, ils payent pas. Ça, c'est la règle. De toute façon, il faut dire non, et puis si on insiste un peu, ils disent oui peut-être, et puis voilà. Il faut être déterminé quand on est face à une Ouais, puis bon,
Si c'est nous tout seuls, ça marche moins bien que s'ils reçoivent le courrier de l'avocat. C'est une certitude. Donc, mais bon, juste pour info, j'ai pas de part chez lui, mais vous avez vu il y a quelque temps, j'ai fait une web conférence avec lui. Moi, j'ai un assureur qui franchement est top. Donc, si vous voulez, il a un cabinet de courtage vers Lille et il s'occupe que des chevaux. Il est cavalier et franchement, c'est quand on a, enfin, moi j'ai eu mon cheval est mort de colique, j'ai eu l'opération, tout ça, nickel. Et vraiment, ils ont été top. Donc, faut le dire parce que. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Il n'y a pas de. Ça Alors, Morgane me dit pour des chevaux au pré en troupeau, complètement, enfin tout le temps, 24 heures sur 24, si je n'ai pas de signé de contrat, je peux me retourner sur le propriétaire de la pension si je trouve mon cheval blessé? Oui. Même sans contrat. Donc, même s'il n'y a pas de contrat. On doit signer de décharge, donc oui. Alors, si un cheval décède et qu'au lieu de faire venir les carisseurs, on veut le transporter à un centre d'incinération, il n'y a que l'excuse du « il est décédé pendant le transport » qui fonctionne pour qu'un cas particulier puisse le faire. Ah oui, puisque c'est un transport d'animal mort, donc c'est réglementé. Hein, donc en particulier, ne faut effectivement pas. On ne peut pas transporter son cheval dans son van. Donc oui, Margot. Dans le van, il y était là. Nathalie, t'as pas loupé l'heure. En fait, j'ai pas reçu ton mail. Nathalie nous dit vous avez abordé, j'ai loupé l'heure où vous avez abordé la réglementation des distances suite aux habitations. Alors en fait, j'ai pas reçu ton mail. Peut-être, je sais pas si Nathalie, tu l'as reçu toi. Non plus. Donc c'est quoi la réglementation des distances par rapport aux habitations? Alors c'est une question intéressante, mais j'ai pas la réponse parce que chaque région est différente. C'est le code rural départemental de la région. Il faut voilà, tout à fait. Il faut se reporter au règlement départemental sanitaire. Chambre d'agriculture, ils ont les infos. Les chambres d'agriculture. Ouais. Donc, Nathalie nous a envoyé un mail, donc, mais hier, c'est bizarre, je ne l'ai pas reçu. Donc, je veux bien que tu le. Non, en plus, je ne l'ai pas. Ça a dû passer. Désolée, Nathalie, il a dû passer. Si tu l'as envoyé sur claire@abc du cheval, je ne l'ai peut-être pas eu. Alors, en général, tous les RSD sont publiés sur Internet. Hein. Chaque région a publié son RSD sur Internet. On le trouve assez facilement, en fait, général. Mais est-ce que tu as le droit d'avoir ton cheval dans ton jardin? Ça dépend où est le jardin. Parce que nous, je sais qu'en région parisienne, on n'a pas le droit. Moi, j'ai le droit. Même parfois en zone rurale, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à la limite, il ne va pas y avoir de réglementation qui interdit d'avoir le cheval dans le jardin, mais c'est les voisins qui vont finir par le faire. Souvent, c'est les zones de d'épandage et de fumière aussi qui sont réglementées, en fait. Plus que la présence des chevaux. Là aussi, ça dépend des régions. Il y a des régions où on va exiger d'avoir une fumière. Il y en a où on n'exige pas. Enfin, voilà, c'est assez curieux d'ailleurs comme truc. Hein. On est dans le droit de l'urbanisme et le droit de l'urbanisme n'est pas quelque chose de simple. Hein. Donc, voilà, dans le Var, par exemple, ils exigent des fumières, mais ils ne vont pas exiger de protection énorme contre l'incendie. Alors qu'on imaginerait quand même que dans le Var, la protection contre l'incendie soit vraiment quelque chose de prégnant, et puis ils vont insister beaucoup sur la fumière. Dans d'autres régions, ils vont insister beaucoup sur le feu. Voilà, vraiment, ça reste quand même soumis au PLU et également au RSD. Et à la gentillesse des voisins. Ah, ça, la gentillesse des voisins. Alors, il faut quand même. Justement. Ils doivent démontrer un trouble anormal de voisinage. Hein. Voilà, il ne suffit pas qu'ils ne soient pas contents, il faut quand même qu'ils démontrent un trouble anormal de voisinage. Justement, Nathalie, j'avais une question très pratique à te poser. En fait, vous êtes dans le sud, mais est-ce que vous traitez des affaires de partout?
Oui, de partout. Les avocats Donc partout, peuvent plaider partout en France ou partout, partout? partout, partout. Partout, partout. Alors, on ne va pas jusqu'aux États-Unis, mais l'Espagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, nous avons des correspondants avec lesquels nous travaillons. Et donc, dans ces cas-là, vous plaidez dans le tribunal, vous partez dans n'importe quel tribunal pour aller plaider. Voilà, à partir du moment où on parle la langue, parce que c'est sûr que ça peut être très difficile pour moi, par exemple, de plaider en allemand. Ça pourrait être curieux pour les magistrats allemands, d'ailleurs. Donc en fait, bon, ça c'est bien parce que quel que soit l'endroit où vous avez des problèmes, vous pouvez faire appel à Nathalie. Alors Nathalie qui nous a envoyé le mail, je viens de vérifier, j'ai pas du tout le mail, donc je veux bien que tu retrouves tes questions si tu les as. Charlotte, certaines pharmacies refusent de délivrer un vermifuge pour nos chevaux sans ordonnance et d'autres en vendent sans ordonnance. La loi réglemente-t-elle précisément les vermifuges? Ils n'ont pas le droit. Hein. Ah bah Ils n'ont pas le droit de vendre, oui. Normalement, il faut non seulement une ordonnance vétérinaire, mais il faut même une ordonnance vétérinaire qui précise le nom du cheval. Et on voit que l'étiquette du vermifuge à côté du cheval, sur son carton. C'est pour la prévention des cancers et puis éviter aussi que le vermifuge qui ait été mal fait ou qui soit porteur d'un souci particulier à être donné au bon cheval. Il faut qu'on puisse suivre ces choses-là. Voilà. Tout ça, c'est pas fait pour embêter. Là. Pour les abattages aussi. Pour suivre les risques sanitaires. Sur les risques sanitaires au niveau des animaux qui partent à l'abattoir, c'était important. Parce que certains vermifuges passent pas. Oui. Mais attention, parce que pour les abattoirs, il n'y a pas que la consommation humaine. Hein. Donc, lorsque le vétérinaire coche la case, il a interdit que la consommation humaine. Il n'a donc pas interdit l'abattage du cheval. Hein. Oui, maintenant, ce que je voulais dire, c'est les vermifuges. Il y a certains vermifuges qui ont un temps avant la consommation de la viande. Oui. C'est aussi pour ça que ça a été basculé en obligation vétérinaire. Oui, oui, non, tout ça, ça a vraiment des raisons sanitaires. C'est pas juste pour embêter le monde. Alors, d'autres questions? D'autres questions? Qu'est-ce que... Y en a-t-il? Ah, avons-nous déjà épuisé tout le sujet du droit équin? Non. Non, je pense pas. Charlotte Question qui nous dit je n'ai pas bien compris le vermifuge. Oui, le vermifuge doit être inscrit non pas sur le carnet, mais sur l'ordonnance. Vous devez avoir une ordonnance avec le nom de votre cheval, exactement comme les gens. Normalement, le pharmacien ne peut pas vous délivrer un médicament s'il n'est pas inscrit. Il y a un registre sanitaire à tenir dans le lieu de détention. Et là, le lieu de détention doit avoir un registre qui enregistre les dates de vermifugation, les numéros de lot, le nom du vermifuge, la date et le nom des chevaux faits. Ouais. Alors ça, c'est l'obligation de là où vous avez votre cheval. Oui. Alors Nathalie qui nous retrouve. Alors, Nathalie voulait savoir si son voisin a le droit de se plaindre que le pré sent l'urine. Oui. Selon la hauteur de l'odeur, ça sera déclaré comme un trouble anormal, oui. Et puis en plus, si ça sentait vraiment l'urine, il pourrait y avoir aussi un problème d'infiltration dans le sol. Donc oui, ça peut être un souci, ça. Alors, Eva nous dit projet d'achat d'un cheval déclaré NOC. Donc, oui, constaté, je suppose. Peut-on changer la déclaration de l'éleveur auprès de l'IFCE afin de faire valoir les origines constatées du cheval? Oui, tout à fait, parce que cela arrive parfois qu'à l'IFCE, les chevaux soient enregistrés en ONC. Et puis, en fait, on connaît le nom du père, le nom de la mère, et on peut, du coup, avec l'IFCE, tout à fait régulariser la situation.
et se retrouver avec un cheval OC plutôt d'avoir un cheval ONC. Alors, il faut s'armer. Si c'est pas quelque chose de facile à faire, mais ça se fait. Il faut une preuve génétique? Ah oui, bien sûr, il faut les tests génétiques. C'est pour ça qu'il faut connaître le père et la mère. Alors, avant de passer à une question suivante, je vais revenir sur la question de l'urine dans le pré. Malgré, alors il n'est pas proche du pré car il est en hauteur par rapport au pré, donc c'est très rare car en été les chevaux ne sont plus sur ma propriété. C'est un problème d'histoire de terrain. Alors bon, Nathalie fait des photos et on voit tout à notre Nathalie. Alors, Laetitia, j'ai un centre équestre. Je demande en début d'année un certificat médical pour les licenciés. Normalement, ce n'est pas obligatoire, mais j'aimerais avoir confirmation. Alors, c'est que la loi vient de changer cette année et maintenant les certificats médicaux pour la pratique du sport seront valables 3 ans et non plus 1 an. 3 ans. Ça veut dire que maintenant, il faut demander un certificat médical tous les 3 mois. Tous les 3 ans. 3 ans. Ah, 3 ans. 3 ans, c'était 1 donc, et maintenant c'est 3. Mais c'est très récent, hein. Je ne sais plus si c'est depuis le 1er août ou depuis le 1er septembre, hein, mais c'est très récent. C'est pas passé de 3 mois à 1 an plutôt? Non, on est passé de 1 an à 3 ans. Parce qu'il me semblait avoir vu passer un document qui disait qu'avant, il fallait un certificat valable de moins de 3 mois quand on demandait des licences. Et maintenant, c'est de moins d'1 an. Oui, mais ça, c'est le règlement FFE alors. Un certificat médical que tous les 3 ans maintenant. La durée de vie du certificat médical pour la pratique sportive est de 3 ans. D'accord. Alors, une autre question de Nathalie. Lors d'un transport en bétaillère d'un cheval sur autoroute, si on tombe en panne, comment fait-on avec le cheval sur l'autoroute? Mon assurance m'a dit que je n'ai pas le droit de prendre l'autoroute. La bétaillère. Le souci, c'est en cas de panne, on doit sortir le cheval de la bétaillère ou du van d'ailleurs. Voilà, quand on est en panne et effectivement sur l'autoroute, ça peut être très compliqué. Mais enfin, on en croise tous les jours sur l'autoroute. Hein, donc, je pense qu'il y a des assurances qui couvrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On appelle les pompiers, ils sécurisent la zone et on sort le cheval? C'est ça. Moi, j'ai eu le cas avec un 19 tonnes, ils m'ont tracté avec les chevaux à l'intérieur. Ça coûte tellement cher qu'effectivement, l'assurance doit grincer un peu des dents quand même. Ah, le propriétaire avait les moyens. Mais bon, j'étais en Italie sur l'autoroute, c'était hors de question que je descende les chevaux d'internationaux sur l'autoroute. Hein. C'était juste pas possible. Enfin, moi, à titre personnel, j'aurais peur aussi. Ah bah non, moi j'ai dit c'est hors de question. Et ils m'ont tracté moi, ça m'est avec la barre, ils m'ont sorti de l'autoroute. Ouais, moi ça m'est exactement. Moi ça m'est arrivé. Ils sont venus réparer. Enfin, j'ai laissé le cheval dans le vent, hein. Et en fait, j'ai été réparée sur le toit là. J'ai laissé. En fait, il est venu avec. Il a tracté la voiture, puis il est venu avec une voiture, un attelage, et puis on a fait le changement. Hein, tant pis. J'ai pas descendu le cheval. C'est dangereux sur l'autoroute. Ouais, c'est hyper flippant. Puis en plus, les camions, quand ils passent, le vent bouge, le cheval bouge. Enfin, pouh là là. Quel souvenir. Oui, moi aussi. Alors, d'autres questions. Ils m'ont dit qu'ils prennent en charge les humains, mais pas le cheval. J'adore. Enfin, en tout cas, ça nous fait rire maintenant, mais Nathalie, tu ne devais pas rigoler. Hein. Alors, Sarah dit, il me semble qu'après certaines RCPE, il y a des garanties en cas de panne sur l'autoroute, justement, avec rapatriement du cheval. Oui, je pense que ça dépend du contrat d'assurance, en fait. Hein. Non, c'est celle de la Fédé. Hein. C'est la RC de la Fédé. Il y a un hébergement en club affilié avec la RCPE de la licence pour les propriétaires. Si on a la RCPE avec sa licence, le cheval a une nuit d'hébergement dans un club agréé FFE proche du lieu d'incident. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, tu as quand même le droit de prendre l'autoroute parce que Nathalie, on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de prendre l'autoroute. Ah bah là, c'est lié à l'assurance du véhicule, pas à l'assurance du cheval. Elle dit qu'en Alsace, ils n'ont que des autoroutes. Donc, quand elle va en concours, elle passe par tous les petits chemins.
C'est pas pratique. J'ai jamais posé la question. Non, alors ça, moi, je ne l'ai jamais entendu, mais je ne dis pas que c'est pas possible, mais voilà. C'est la première fois que j'entends que l'assureur veut pas que tu pars avec ton véhicule et ton cheval sur une autoroute quand même. Hein. Ah oui, moi aussi, ça, j'avoue que je n'ai jamais eu ça non plus. Il y a juste une Laetitia qui reprécise sa question à propos du certificat médical. Elle dit que quand on demande une licence fédérale FFE, on n'a pas besoin de certificat médical, on en a besoin seulement quand on demande une licence compétition. Non. Et là, c'est un certificat de moins de 3 mois. Non. La primo-licence est obligatoire avec un certificat médical. Je suis dans les statuts de la FFE. Il ne faut pas tout confondre. Le certificat de moins de 3 mois, c'est que quand on prend sa licence, on donne un certificat que le médecin a fait il y a moins de 3 mois. Et maintenant, ce certificat sera valable 3 ans. Oui, mais l'année d'après, quand tu reprends une nouvelle licence. Eh ben, je pense qu'ils vont devoir modifier leur truc, puisque maintenant, le certificat est valable 3 ans. À moins que la FFE décide qu'elle va au-delà de ce que la loi demande. Hein, Moi, j'ai vu 1 an. Avant, c'était 1 an. D'accord. Jusqu'à la modification il y a quelques mois, là, c'était 1 an. Le certificat médical pour la pratique sportive était valable 1 an. À la FFE, j'ai vu passer de 3 mois à 1 an, là. Il n'y a pas longtemps. Mais là, maintenant, c'est 3 ans. Mais par contre, pour la première licence FFE, normalement, il faut un certificat médical d'autorisation à la pratique. Oui. Pour la toute première licence. Pratique sportive, c'est 3 ans maintenant. Je l'ai publié sur Facebook d'ailleurs, l'info, donc je pense qu'on pourrait même la retrouver. Moi, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Oui. Alors. Je ne sais plus où je l'ai publié par contre, mais je le retrouverai, je le remettrai. Oui. Hein, voilà, et on le partagera. Tu le remettras dans l'événement sur. Tu le remettras dans l'événement sur Facebook, comme ça tous les gens qui étaient dans l'événement sur Facebook, ils peuvent du coup l'avoir aussi. Alors voilà. Laetitia dit non, moi je valide des licences sans que la FFE me le demande. Bon, c'est vrai que sur le site de la FFE, on peut créer des licences sans qu'on ait besoin de télécharger le certificat, mais c'est peut-être quand même dans les statuts. Oui, c'est une histoire de statut. Hein. Oui. Dans le règlement, à moins que ça ait changé, mais l'année dernière, c'était ça. Tout nouveau licencié doit présenter un certificat d'autorisation à la pratique de l'équitation sans les obligations compétition, contrairement à celle qui est obligatoire pour la pratique en compétition. Mais quand tu crées sur le site internet, bah oui, c'est pas appliqué parce que sur le site internet, c'est pas appliqué. On ne demande pas à chaque fois la truc, quoi. Non, mais j'ai assez lu les statuts fédéraux les derniers mois pour être sûre de ce que j'avance. Ne rigole pas, Nathalie. Alors, il valide alors pour ne pas être submergé de messages que ça ne marche pas. Eh ben non, mais à 80 ans, les propriétaires de chevaux qui prennent une primo-licence pour la nouvelle obligation, ils ne peuvent pas avoir de certificat médical d'autorisation à la pratique. Hein. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle eux-mêmes dans le pied. Hein. Alors, qui a d'autres questions? Il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Avez-vous d'autres questions? Pour les sous. Quels sous? J'ai trouvé le chat en même temps que la vidéo, t'as vu? Ouais, j'ai vu. En parlant de licence. Oups. Alors, on ne va pas parler de la FFE ici. C'est pas le lieu. Non, mais à côté de ça, la RCPE est pratique quand on bouge avec son cheval. La RC qui est liée à la licence pour les propriétaires d'équidés, elle est assez pratique entre la prise en charge en cas d'incident loin de son domicile habituel, etc. Elle est bien quand même.
Ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est très important ça. Alors, c'est depuis le 1er septembre 2016. Hein. Ah, tu vois, c'est tout neuf. J'ai vu. D'accord. Oh oui, non, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Alors, juste une question de Nathalie. Nathalie se demande si c'est normal. Je pense que vous êtes prête à avoir le poil hérissé, mais vous toutes les deux, parce que ça va vous toucher. Cette année, lors de mon inscription en concours Équifil, on a obligé le proprio du cheval concourant à avoir une licence. Eh oui, est-ce bien normal? Alors, officiellement, c'est pour pouvoir retracer. Alors, parce que on avait posé la question. Officiellement, c'est pour pouvoir retracer en cas de contrôle antidopage ou d'accident avec le cheval le lien jusqu'au propriétaire, puisque théoriquement, la Fédé n'avait pas accès aux anciens dossiers des haras nationaux qui en plus n'étaient pas toujours à jour sur la liste des propriétaires de chevaux. Ouais. Oui, mais enfin bon, c'est quand même un peu fortiche qu'ils se mettent 2 licences dans la poche. Ah oui, bien sûr. Mais là, je suis entièrement d'accord. Mais c'est une histoire de retracer les chevaux au niveau doping et maltraitance. C'est l'excuse qui avait été avancée. Ça fait la 2e saison que c'est ça. Alors, Nathalie dit, alors les chevaux de course à qui une patte appartient, l'autre la queue, bref, 50 personnes sur un cheval, ça fait 50 licences. Non, c'est pas géré par la FFE. Ils n'ont pas trouvé de filon pour rentrer au PMU encore. Tu pourrais finalement avoir un cheval de concours qui appartient à plusieurs personnes aussi. Ah bah c'est déjà le cas. Hein. À haut niveau, tous les chevaux appartiennent en part à plusieurs personnes. Hein. Ouais. Et là, dans ces cas-là, ils doivent tous être déclarés? Non, le détenteur principal. Bon. Alors, j'ai d'autres questions en suspens. Et puis, en effet, j'avais la question d'Isabelle qu'il faut que je retrouve parce que j'ai l'impression… Ça y est, ça oui, en effet. Alors, excuse-moi Isabelle, ta question, je l'avais passée entre les 2 questions de Nathalie et on n'y avait pas fait référence. Donc, l'abri est-il obligatoire au pré? Que faire quand le maire refuse tout abri? Qu'est-ce que j'encours si j'en mets un? Alors ça, c'est une grande difficulté parce qu'effectivement, le code rural ne précise pas abri, mais il dit que les animaux doivent être détenus dans des conditions compatibles avec leur biologie, etc. Et effectivement, le problème s'est posé lors du vote de la loi en 2014. Logiquement, toutes les régions de France, bientôt, voilà, je ne m'étrangle pas, très bientôt, devraient toutes avoir déterminé les zones dans lesquelles on acceptera obligatoirement les abris pour les animaux. Alors, ces zones… Attends, ça coupe. Attends. Ça coupe. La connexion coupe et on n'entend rien. Donc, je disais… Allô? Dans la loi… Allô? C'est bon, tout le monde entend? Vas-y. Alors, dans la loi, la caméra. Il a été prévu qu'à minima au rang des intercommunautés, des zones soient prévues dans lesquelles on peut parquer les animaux dans de bonnes conditions. Malheureusement, bien que la loi soit de 2014, à aujourd'hui, ces zones-là ne sont toujours pas déterminées. Donc effectivement, on peut avoir l'autorisation de garder son cheval dans son pré, mais on n'aura pas l'autorisation de lui faire un abri. Puisqu'aujourd'hui, il faut un permis de construire à partir du moment où on construit quelque chose dont l'ombre portée au sol est de plus de 20 mètres carrés. Ah, c'est l'ombre. Oui. Oui. C'est pour ceux qui faisaient des piquets avec des toiles de tente. Présent. Non, mais c'est tellement ridicule qu'il vaut mieux en rire. En fait, bon, c'est pour encaisser des sous. Hein. Oui. Comme la Fédé. Bah, bien sûr. Donc, voilà. Alors du coup, la pauvre Isabelle, elle n'a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'elle encourt si elle fait son abri? S'il n'est pas trop visible, si elle arrive à faire un abri entre des arbres ou des choses comme ça. Après, il y a vraiment des régions dans lesquelles l'abri n'est pas forcément utile. Hein. Faut le camoufler. Voilà, il faut le camoufler. Il faut faire en sorte qu'il ne se distingue pas trop dans l'environnement. Parce que si le… Alors, hein.
Ouais. Alors, comment faire pour se décharger de toute responsabilité quand on transporte un cheval qui n'est pas le nôtre et que l'on n'est pas transporteur? Alors, il faut faire signer une décharge de responsabilité. Il y a un modèle très bien fait sur le site du Cheval Droit. On peut télécharger le modèle. Ouais, voilà, je vous ai mis tout au début du chat, revenez tout au début, j'ai mis l'adresse de Cheval et Droit. Et sur le site, vous allez retrouver beaucoup de modèles de contrats qui sont très très utiles. Alors, si un MF se trompe de cheval dans une écurie pour effectuer un parage, si un maréchal ferrant se trompe de cheval dans une écurie pour effectuer un parage, est-il possible d'obtenir des dommages et intérêts, le cheval étant suivi par une autre méthode, et cela casse tout le travail effectué antérieurement? Oui, là manifestement, il y a malgré tout une erreur du maréchal ferrant. Non seulement il s'est trompé de cheval, mais quand il a déféré et qu'il remet un fer normal, il est censé malgré tout se rendre compte qu'il se trompe. À la limite, il peut confondre deux chevaux, on ne va pas lui en vouloir, mais confondre deux ferrures, ça on peut lui en vouloir. Surtout si le cheval n'était pas ferré avant. Ah oui, voilà, hein, non, ça c'est clair. Hein. Et si le cheval a des fers Napoléon, des fers normaux, effectivement, ça va poser des difficultés. Maintenant, s'il se trompe de cheval, mais qu'il ne se passe rien de désagréable, on ne peut pas lui en vouloir non plus. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est facturer sa prestation. Alors, d'autres questions? Je t'ai envoyé. Je pense que là, j'ai. D'ailleurs, dites-moi ainsi qu'à Claire, mais parce que je ne sais pas publier moi ces choses-là. Alors, le chose sur le certificat médical, je le mets ici, mais je l'ai mis aussi dans l'événement sur Facebook. Oui, alors moi je ne sais pas, tu vois, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. J'ai une question responsabilité en concours. Ouais. Alors, parce que alors la réglementation dit que toute personne licenciée avec une licence valable en cours peut se trouver au milieu d'un paddock et coacher un concurrent sur un terrain de concours. Oui. En cas d'accident commun, on va dire, général dans le paddock, la personne encadrée par cette personne juste licenciée, on va dire, crée un bins épouvantable et on se retrouve avec 3 cavaliers par terre. Quel moyen on a de se retourner en fait si nos clients à nous, enfin nos élèves à nous, ont un accident grave du coup? Alors, dans ce cas-là, je pense que dans les paddocks de détente, il y a des règles à respecter malgré tout, hein, des priorités, des choses comme ça. Donc, c'est la personne qui a la garde du cheval qui a causé l'accident qui est responsable. Donc, la personne qui coach n'étant pas enseignant, il va falloir démontrer malgré tout, c'est à l'autre, hein, sur le cavalier qui va devoir démontrer que lui n'agissait que sur les ordres de l'autre. D'accord. Et en général, on n'aura peut-être pas intérêt à glisser sur ce terrain-là, parce qu'il est fort possible que le cavalier soit assuré alors que le coach, entre guillemets, ne le soit pas. Ouais. Non, parce qu'on en voit fleurir au milieu des paddock clubs. Des fois, c'est un peu folklore quand même. Hein. Et je veux bien le prendre, parce que c'est pas si simple comme truc. Il faut bien non, mais c'est ça, quoi. On les entend dire des trucs, des fois, ça fait un peu peur, quoi. On a Charlotte qui pose une question. Si mon cheval blesse un chien non tenu en laisse qui s'approche du cheval en aboyant, suis-je responsable? Alors, ça sera vraiment une appréciation de fait. Parce que le propriétaire du chien doit garder le contrôle de son chien, mais le cavalier doit garder le contrôle de son cheval. Donc, là, les magistrats vont se livrer une appréciation de ce qui s'est passé. Donc, le problème qu'on aura, c'est de trouver ce qui s'est réellement passé, puisqu'on aura forcément la version du propriétaire du chien, la version du propriétaire du cheval. Aucun des deux ne sera d'ailleurs, c'est juste que la vérité, c'est souvent quelque chose de très subjectif. Donc, ça sera très compliqué de démontrer que c'est la faute soit du propriétaire du chien, soit du propriétaire du cheval, sauf s'il y a des témoins. Des témoins sur un lieu public, on n'est pas tenu de tenir le chien en laisse? On doit avoir son chien en laisse, ou si on ne tient pas son chien en laisse, en tous les cas, on doit en avoir la maîtrise. Okay. Mais le cavalier doit lui aussi avoir la maîtrise de son cheval. Oui, avec les chiens, des fois, si tu es sur un 4 ans,
T'as pas toujours la maîtrise, hein, quand le chien il arrive. Nathalie, elle a la solution. Tu montes pas. Nathalie, elle a la solution. Elle dit, il faut toujours avec une GoPro, comme ça tu filmes tout ce qui se passe. C'est ça, parce que c'est souvent, il va falloir souvent analyser les circonstances. Hein, donc, Alors, elle demande quand elle a une amie perso, pro, enfin, je sais pas, une amie qui garde ses chevaux chez elle et dans sa structure. Et s'il arrive un accident, est-ce qu'elle peut se retourner contre cette amie? Quels sont ses droits dans ce cas-là? C'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est toujours le gardien du cheval on peut se retourner contre le gardien du cheval. Tout à fait. Alors, quand c'est son ami, on peut venir sur un point d'endroit qui est assez particulier. On a ce qu'on appelle l'impossibilité morale de se procurer un écrit. C'est-à-dire que quand on passe un contrat avec quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'elle dit que c'est son ami, on peut tout à fait estimer qu'on n'a pas eu le courage, la possibilité d'obtenir un écrit, parce qu'on était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Et donc, c'est comme s'il y avait quand même un contrat. Donc, c'est comme s'il y avait quand même un contrat. Il faut juste démontrer cette impossibilité morale, en quoi elle consistait. Mais donc, Nathalie, si tu donnes la garde de tes chevaux à cette amie, s'il y a un accident, tu peux te retourner contre elle. Tout à fait. Et c'est elle, peut-être aussi tous les propriétaires de chevaux ont signé une décharge de responsabilité qu'elle n'a pas fait signer à son ami. Elle pourrait dire oui, mais j'avais une impossibilité morale, elle, de lui faire signer une décharge. Et ça, c'est le côté du pro. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, c'est le côté du pro, ça. C'est pas le côté du propriétaire du cheval. Tout à fait. Oui, parce que je pense qu'elle est de l'autre côté. Elle est du côté propriétaire. Ouais. Et elle dit, si mon cheval blesse quelqu'un lors de mes vacances, c'est de sa faute. Enfin, c'est pas forcément de sa faute. si ton cheval blesse quelqu'un pendant tes vacances, ce sera la prise sur l'assurance de la personne qui garde ton cheval. T'entends plus? Oui, moi non plus. Ouais. Et puis j'ai l'image figée là. Ouais, on a perdu Claire. On a perdu Claire. Mais en plus, moi je vous entends. Ah, ça y est. On voyait plus. L'image était figée, mais on n'avait pas la grenouille quand même. Hein. On t'a perdu complètement là. J'ai plus l'image. Donc nous avons perdu Claire. Tout va bien. Voilà, Claire, t'as disparu. Claire est revenue. Bon. Et j'ai relancé, j'ai fait ce que tous mes utilisateurs font 3 ou 4 fois par séance. Donc, alors, a-t-on d'autres questions? A-t-on d'autres questions? Ah, les sujets, c'est plus, hein. Alors là, on a vu des sujets, hein. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va mettre fin à cette séance et puis peut-être je vais vous demander quand même si ça vous intéresse qu'on en fasse régulièrement des petites séances comme ça. Bah, moi, oui. Ouais, moi, je suis au milieu d'un imbroglio avec les indépendants, les valorisations de chevaux et tout. Alors, c'est tellement pas cadré qu'on a un peu peur de faire quoi que ce soit, quoi. Ouais, ça, je peux comprendre. Ouais. Ouais, c'est très compliqué. Hein. J'avoue qu'un bon CDI, je signe tout de suite. Hein. Bon, maintenant, ça va être compliqué, mais bon. Alors, on vous dit un petit truc, et puis juste, donc, pour vous, je rappelle à tous ceux qui ne connaissaient pas les webconférences de l'ABC du cheval, que vous pouvez nous rejoindre sur le site abcducheval.com, et là vous verrez tout ce qu'on fait sur les webconférences, les formations, etc., etc. Donc il y a beaucoup de sujets. Donc j'espère que vous nous suivrez sur les autres webconférences. Il y a une autre question.
Ah oui, je ne sais pas si la question a été posée car je suis arrivée en cours de route. En tant que moniteur indépendant, peut-on proposer à un de nos cavaliers de monter le cheval d'un proche comme notre conjoint? Elle va être pour moi, celle-là. Ah oui, quasi, merci. Oui, ah oui, ah oui. Alors, il y a eu le cas, alors c'était pas exactement ça. Alors, le problème du moniteur indépendant déclaré aux URSSAF, c'est qu'il ne doit enseigner sans location de cheval ni location de structure. Donc, si le cheval n'appartient pas au moniteur, théoriquement, c'est bon. Par contre, il faut prouver que le cheval a été soit confié, soit loué par un tiers. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, ils vont quand même rechercher s'il y a un lien intime entre le cheval et le moniteur, même si ce n'est pas un lien de propriété. J'ai une collègue qui a eu un problème sur le travail d'un cheval, là, carrément. Voilà, je suis repassée en grand écran, c'est ça. Elle a été contrôlée, non. Alors, en fait, elle a été contrôlée sur le cheval de son conjoint et elle a dû démontrer qu'il n'y avait pas lien de prestations financières, en fait, pour le travail du cheval. Donc, du coup, on peut supposer que la même demande de preuve sera demandée. Le plus simple, c'est quand même qu'il y ait une petite prestation payante de location du cheval qui n'inclut pas l'enseignant. Comme ça, là, vous êtes couvert. Il ne faut pas qu'il y ait un lien entre le cheval et vous. C'est-à-dire que si c'est votre cheval, c'est interdit. Le cheval de votre conjoint, suivant l'inspecteur qui vous tombe sur le dos, ça peut être litigieux. Après, il faudrait l'avis de l'avocat. Et hop. Non, c'est un sujet compliqué au niveau des indépendants. Entre ça et l'histoire du travail du cheval qui est à la MSA, c'est très compliqué. Surtout qu'on peut supposer que si c'est le cheval de votre conjoint, ça risque d'être chez vous. Et là, par contre, c'est complètement interdit puisqu'on n'a pas le droit d'enseigner dans notre propre structure. C'est un peu le problème de ceux qui montent une assoce et puis qui disent oui, mais c'est l'assoce qui gère la structure et le cheval et moi, je fais que l'enseignement. Pareil, si on tombe sur un inspecteur qui n'est pas trop regardant, ça peut peut-être passer. À terme, moi, je me bats en ce moment pour ça. On va finir par être très contrôlé dans les structures, y compris pour ceux qui enseignent en structure, et on va finir par avoir de gros problèmes parce qu'il y a énormément d'indépendants qui ne sont pas dans les clous de ce que j'en vois. Et quand il va commencer à y avoir des accidents et que les assurances et les inspecteurs du travail et de la MSA, etc., vont se mettre sur le cas des indépendants, on va avoir des soucis. Ça fait 2 ans que j'alerte le système, mais je confirme, il y en a quelques-uns qui ont déjà eu des soucis. Voilà. Après, A plus B, on dirait que non, si c'est le cheval de votre conjoint. Par contre, c'est limite quand même. Alors, peut-être que c'est... Bon, du coup, oui. Peut-on fournir un casque? Pardon? Sans location ni structure, sans location d'équidé ni structure, donc sans matériel. Pour moi, c'est non. C'est-à-dire que du moment donc tu peux même pas. À mon avis, ça passe pas. Parce que sans structure, ça veut dire sans structure ni matériel. Donc le casque, c'est quand même un élément assez important. Après, c'est pas un plot qu'on pose au milieu de la carrière chez les clients pour faire un slalom, quoi. C'est quand même un élément de sécurité. Déjà, dans les clubs, c'est compliqué actuellement avec les nouvelles réglementations, les obligations de tenue de registre de casque, les casques numérotés, désinfectés, le nombre de chutes, pas plus de 5 ans, etc., etc. Chez un indépendant, vous prenez des risques. Décathlon. Donc, en tout cas, Marie peut se rapprocher de Sophie pour lui poser toutes les questions et se remet. Ça sera plus simple. Non, pas toutes. Non, mais en tout cas, échanger sur cette pratique d'indépendant, parce qu'apparemment, c'est compliqué. Donc, vous avez intérêt, en effet. T'as pas encore fait un groupe sur Facebook? Si, il y a une coopération des enseignants indépendants et petites structures. Bon, alors attends, je vais te faire 2 secondes de marketing. Tu l'appelles moniteur indépendant. Coopération? Non.
Parce qu'au départ, c'était fait pour faire une CAE ou un syndicat des moniteurs indépendants et j'y tiens beaucoup et ça va être mon projet 2017. Bah à ce moment-là, fais-le comme ça parce que ces personnes ne vont vous retrouver sinon. Non, si, toi aussi, tes moniteurs d'équitation, on nous retrouve facilement. On est déjà plus de 400 sur le groupe. On nous trouve facilement. Bon, en tout cas, c'est un beau projet pour 2017. Donc, comme on n'a plus de questions sur le droit équin, on va pouvoir dire bonsoir à tout le monde. Et puis, en tout cas, dites-moi, il y a à 100%, tout le monde veut plus de séances de questions-réponses. Donc, alors avant que vous partiez tous, je vais vous poser une autre question. Ce que j'aurais voulu vous poser comme question, c'était est-ce que vous avez, alors je pense que je peux pas le faire là. Non, je peux pas le faire là. J'aurais voulu vous demander, vous voulez des questions-réponses là on a fait des questions-réponses justement avocats, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent? Et si oui, lesquels? Donc c'est sympa de me répondre. Je vous remets mon adresse mail et n'hésitez pas, j'essaie d'organiser ça. On n'a pas encore fait de questions-réponses avec Patrice. Faut qu'il se connecte. Attends, là maintenant on a réussi. Ça a mis, attends, vous imaginez même pas, j'ai eu des cheveux blancs là. Hein. Il avait l'air super fatigué en plus. Et toi aussi, ouais, moi aussi j'ai trouvé. Moi je revenais alors, c'était normal, j'étais malade. Mais lui, je l'ai trouvé super fatigué, ouais, je l'ai trouvé pas bien. Ouais, moi aussi, en fait, je me suis fait la même réflexion, donc va falloir qu'on le requinque. Oui, mais en tout cas, étant donné que la fois d'avant, on était parti pour aller manger des pop-corn chez Patrice, moi je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un truc en se disant, il faut qu'un de ces week-ends, on organise d'aller manger nos pop-corn chez lui. Ça lui fera le plus grand plaisir, je pense. Ouais, donc je vais faire un doodle en début d'année, on va faire ça. Donc Karine, la nutrition, on n'en parle pas. Alors cette semaine on devait parler du saddle fitting et puis y a un petit souci de calendrier, donc on est obligé de reporter. Mais la nutrition c'est la semaine prochaine. Donc avec Angélique Descarpentries qui est ingénieure agronome, donc qui va nous parler de la nutrition. Donc ça je pense que ça va être assez intéressant. Voilà, écoutez, à très bientôt. Et puis, vous voyez, à la prochaine webconférence et merci pour tout. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%.